Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Vivatech, le grand rendez-vous européen de l'innovation. Ici, l'intelligence artificielle est partout, sur tous les stands et dans toutes les conversations. Mais entre les tendances et les réalités du terrain, où en est-on aujourd'hui? Et une question se pose, où est-ce que l'IA crée vraiment de la valeur? Qu'est-ce qui fait la différence entre une démo impressionnante et une solution qui fonctionne vraiment à grande échelle? Pour y répondre, j'ai voulu regarder un secteur où la complexité est maximale, celui de l'énergie. Et pour en parler avec moi, Michel Lutz, Chief Data Officer de Total Energy, et Sophie Moulignot, qui dirige l'incubateur de la compagnie à Station F. Sophie, Michel, bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau pour parler de ce sujet intéressant, plus qu'intéressant, qui est l'intelligence artificielle dans l'énergie, du buzz, des tendances à la réalité, du terrain. Je le rappelle pour vous présenter, Michel Lutz, vous êtes Chief Data Officer de Total Energy. Quant à vous, Sophie, vous dirigez l'incubateur du groupe à Station F. Pour ouvrir cette conversation, j'aimerais avoir vos regards d'experts sur l'IA, du buzz à la création de valeur. Et je me tourne vers vous, Michel, puisque bon, l'IA et la data font partie de votre quotidien depuis bien longtemps, vous n'allez pas me contredire là-dessus, mais aujourd'hui, dans vos activités, où est-ce que l'IA crée concrètement de la valeur, si on pouvait partir sur un exemple? L'IA, on l'utilise dans l'ensemble des processus de production et distribution d'énergie. Donc peut-être un exemple dans le domaine de l'électricité et du renouvelable. On utilise de l'IA pour faire de l'analyse d'images satellites, pour regarder les meilleures zones où placer des panneaux solaires. Ou alors on récupère aussi les données des assets solaires et éoliens. Donc c'est des milliers de points de mesure qu'on utilise pour faire de la détection d'anomalies et de la prédiction de production. Qu'est-ce qui change vraiment, Michel, lorsque l'on passe de cas d'usage isolés à des solutions qui, elles, seraient déployées à plus grande échelle? Ce qui change vraiment, c'est que ça devient pas juste un projet technique, mais ça devient un projet de transformation d'entreprise, en fait. Au-delà de la science et de la technologie, il faut embarquer les collaborateurs, il faut exposer les données, il faut s'intégrer dans les systèmes de l'entreprise. Sophie, côté start-up, est-ce la même réalité ou est-ce qu'il y a d'autres différences? Non, on retrouve la même réalité, mais à un niveau un peu différent, puisque effectivement, la start-up arrive avec une solution et on va la tester, voilà, vraiment l'expérimenter. Et après, le but, c'est de pouvoir l'intégrer vraiment dans les opérations. Donc, il y a un peu de change management, mais il y a surtout la nécessité aussi de convaincre en interne et de rassurer sur la pertinence de la solution proposée par la start-up. Bon, alors, on le sait, au sein de Total Energy, il y a 10 000 modèles en production, ce sont des milliers de collaborateurs qui ont été formés. Quels sont les impacts réels sur les métiers? L'IA est sortie d'un sujet de niche réservé à quelques spécialistes, à désormais un outil qui concerne potentiellement tous les collaborateurs d'une entreprise. Tout le monde va venir interagir de plus en plus avec des systèmes d'IA. Ouais. Et sur un métier, si on prend l'exemple d'un collaborateur, même si c'est très spécifique en fonction des métiers, quel impact ça a dans leur quotidien? Alors, il y a les IA très spécifiques sur des métiers très particuliers, des problématiques d'ingénierie très particulières, où là, c'est des systèmes spécifiques pour des petites populations. Et ce qui change, c'est par exemple les 30 000 licences Copilot que vous avez mentionnées avant, où là, c'est aussi un effet de diffusion massive, où finalement, chacun, à son périmètre, peut s'imaginer lui-même des solutions et changer son quotidien. On va analyser quelque chose ensemble. Je vous propose de regarder ces coupures de presse, ces titres, double effort industriel de Mistral, AI, développement de l'IA, chaîne de valeur de l'IA, start-up d'IA, pour en citer que quelques-uns. Derrière, qu'est-ce qui distingue, Sophie, une start-up qui va créer de la valeur d'une start-up qui a juste un bon discours IA, pour bien comprendre la différence? Alors, je vois 3 éléments. Le premier, c'est est-ce qu'elles vont résoudre un besoin réel? Voilà, un problème réel. C'est le premier, et de toute façon, il n'y a pas de bon pitch si elles ne partent pas de ce principe. Donc, on n'a pas besoin de raconter qu'on a de l'IA. Voilà, il faut d'abord parler réellement du besoin réglé. Ensuite, c'est est-ce qu'elles vont être capables, est-ce que leur solution va être capable d'intégrer, d'ingérer nos propres données, donc les données de leurs clients. Et aussi de la manière dont elles vont le faire. Voilà, qu'est-ce qu'elles vont, elles aussi, apporter sur la table d'un point de vue données. Voilà, nous, on a vraiment des actifs renouvelables, donc on est en capacité de fournir quelques données, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir ce qu'elles en font et ce qu'elles apportent aussi à ce niveau-là. Le troisième point, c'est vraiment de s'intégrer, c'est ce que je disais, dans nos processus métiers. Le premier, c'est la cybersécurité, la réglementation, parce que travailler avec Total Energy, qui est un acteur d'envergure, ça signifie pour ces startups qu'il faut qu'elles prennent d'emblée ces problématiques-là en compte. Et puis derrière, qu'elles soient
en capacité de rendre les équipes plus fiables, plus précises, et donc qu'elles comprennent le besoin client, que leur solution apporte une valeur ajoutée. Michel, j'ai vu que ces coupures de presse vous avez fait sourire. Non, pas c'est la réaction à chaud, c'est ce que ça vous évoque. C'est gros. Pas sourire, impressionné par tout ce qui se passe. Et puis parce que quand on voit, Michel, le développement de ces modèles, on se dit que ça va demander beaucoup d'énergie. Oui, effectivement. Donc, l'IA est consommatrice d'énergie. Aujourd'hui, on estime que l'IA consomme à peu près 3% de la consommation énergétique mondiale. Et les estimations de Total Energy, on estime que ce sera à peu près 5-6% d'ici à 2030. Quand on sait, Michel, que beaucoup d'acteurs ont accès au même modèle, où est-ce que se crée réellement l'avantage compétitif ? C'est du côté des données, c'est du côté de l'infrastructure, des collaborateurs ? Eh bien, la réponse est un peu dans votre question. Pour moi, l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre. En fait, il y a un peu une équation à résoudre si on veut créer de la valeur. Il y a certes les modèles, mais il faut les connecter efficacement aux données de l'entreprise. Et effectivement, il ne faut pas oublier qu'à la fin, ce qui fait la vraie valeur du système, c'est l'humain qu'on va mettre dans la boucle, qui va apporter toute une richesse, toute une connaissance du contexte, un savoir tacite qui va amener de la valeur à l'ensemble du système. Donc, c'est ça qu'il faut être capable de trouver, c'est la bonne connexion entre données, IA et collaborateurs de l'entreprise. Un triptyque essentiel pour créer de la valeur. Sophie, vous êtes d'accord ? Côté startup, c'est pareil. C'est quelle est la qualité de la donnée ? Voilà, et comment elle est capable de la gérer. Et derrière, l'expertise métier. On a vraiment besoin d'avoir des start-upers qui soient compétents sur l'énergie, le marché de l'électricité, l'éolien, les panneaux solaires. C'est ce qui fera vraiment la différence. Et après, leur capacité, justement, à hybrider leurs solutions avec des données physiques, IA, et à convaincre les équipes en interne. Je vais encore vous encourager à regarder ce graphique qui partage une des préoccupations majeures des usagers par rapport à l'IA. C'est la question de la souveraineté technologique. Je vous laisse un peu regarder quelques statistiques, mais une qui frappe quand même, là où le chiffre est énorme, c'est 89% des Français qui jugent que la souveraineté technologique de leur pays est plutôt ou très importante. Sophie, est-ce qu'on peut encore créer durablement de la valeur avec l'IA, mais sans souveraineté ? Ah, très bonne question. Ce sujet de la donnée, de la sécurisation aussi de la donnée, c'est clé, c'est majeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des modèles IA dont on parle communément sont américains. Voilà. Mais la structure même, la manière dont on les fait fonctionner repose sur la souveraineté de la donnée, c'est-à-dire la source de ces données, où est-ce qu'on les stocke, qui y a accès, comment on la protège. L'acteur qui vraiment maîtrise cet accès aux données a quand même une longueur d'avance et une forme de souveraineté, et c'est ce sur quoi ont travaillé en tout cas les équipes de Total Energy pour bien structurer déjà cette base. Voilà. Je vous propose une nouvelle fois de regarder l'écran et de lire une des citations de Patrick Pouyanné. Ce partenariat avec Mistral AI témoigne de notre volonté de contribuer au développement d'un écosystème technologique européen. Et d'ailleurs, ça fait un petit écho puisque ce partenariat, on l'avait annoncé à Vivatech l'année dernière. Voilà. Et on y est évidemment. À quel point est-ce important pour vous de travailler avec des acteurs français dans le domaine de l'IA ? C'est essentiel de travailler avec l'écosystème français. Un exemple de start-up française que vous accompagnez ? Lors de la dernière promotion, on a accompagné une start-up qui s'appelle TipSpeed, qui sera aussi sur le stand Total Energy à Vivatech et qui s'occupe en fait de déterminer les sous-performances, en tout cas les raisons de sous-performance des éoliennes. Donc est-ce que c'est un problème technique ? Est-ce que c'est un problème finalement de vent ? Ou est-ce que c'est un problème d'alignement de l'éolienne par rapport justement à ces sillages de vent ? On adore cette start-up. Je voudrais vous demander, finalement, l'IA dans l'énergie, où en est-on vraiment ? Et pour ça, Michel, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un endroit où l'IA a transformé la façon de décider, de produire, d'avancer ? Je pense que c'est quand même utile de rappeler que l'IA dans l'énergie, en fait, on va dire, parce que l'IA, c'est un mot un peu qui veut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, l'usage de la donnée et de méthodes numériques, c'est finalement dans l'ADN des métiers de l'énergie. Les métiers historiques, la connaissance du sous-sol, les géosciences, ça passe que par l'analyse de très grands volumes de données, par des méthodes numériques de simulation. Et c'est finalement des choses, on investit depuis les années 90, notamment dans nos capacités de calcul scientifique. On est aujourd'hui à la 5e génération de notre supercalculateur. Donc, c'est un peu dans l'ADN. Donc, après, effectivement, les nouvelles technologies, le cloud, etc., a fait que ça s'est diffusé un peu dans tous les métiers. Et ça a été une des façons pour changer complètement la façon d'agir, de produire ? Parce que là, vous parliez du cloud, mais est-ce qu'il y a
un projet concret, un exemple où vous avez utilisé par exemple la data, des données, des infrastructures qui ont complètement changé un projet pour qu'on puisse se rendre compte vraiment de l'impact. Si je vais vous donner un exemple, je vous ai donné avant quelques exemples plutôt en production, distribution d'énergie. J'ai un rôle aussi de directeur technique au sein de notre Digital Factory. Et là, il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant qui se passe. On regarde comment utiliser les méthodes d'IA, les agents IA pour la façon dont on développe du code. Et nous, c'est des logiciels qu'on fait au service de la production pour les clients internes de Total Energy. Et là, le changement, il est assez radical parce que ça transforme les cycles de développement, ça change le métier d'informaticien. Il bascule un peu de produire du code à construire un système qui génère le code lui-même. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a plus besoin d'informaticiens, bien au contraire, plus que jamais. Mais par contre, ils vont travailler plus au niveau du système, construire le système qui code plutôt que eux d'être au code directement. Et ça change vraiment. Et c'est intéressant Sophie, peut-être que vous voulez rebondir, vous avez peut-être des exemples qui vont permettre de comprendre à quel point l'IA peut transformer les usages, les décisions. Alors, est-ce que ça modifie tout ? Non, parce que ce serait... ce qui modifie tout, c'est la manière dont les choses sont intégrées. Et donc, c'est ce que vient de décrire Michel. C'est plus gros que finalement ce qu'on fait, nous, avec des usages très spécifiques. Mais on voit bien que, tu parlais des informaticiens qui ont un autre rôle et la collaboration aussi avec des solutions externes de type start-up, ça permet d'accélérer et en tout cas de travailler aussi autrement. Et elles apportent en fait des couches supplémentaires. Donc, parfois... on travaille avec des startups qui font des modèles météo, donc basés un peu plus sur l'IA, évidemment, parce que beaucoup plus de puissance aussi de calcul. Mais cela étant, elles ont besoin tout de même d'hybrider les modèles, d'être sur des données plus physiques, météo, et n'empêche que ce qu'elles vont réussir à produire, ça aidera les équipes de trading à mieux valoriser justement la production de nos actifs renouvelables. Voilà, donc elles viennent s'insérer un endroit qui est vraiment fondamental pour pouvoir derrière faire fonctionner cette chaîne de valeur de l'électricité. Je trouve ça passionnant de discuter avec vous. Je me suis rendue sur le terrain, on va voir les images. Je suis allée visiter cette nouvelle génération de supercalculateurs Pangea. Ah, cool. Et d'être au plus proche du terrain permet de voir et de se rendre compte finalement de cette réalité-là, parce que vous le disiez Michel, on parle d'IA, mais il y a tout ce côté infrastructure, data, et puis là on voit c'est un centre quand même exceptionnel. Peut-être que c'est un de vos collaborateurs que vous reconnaissez là-dessus. À quoi ça sert ce type d'infrastructure à l'ère des modèles accessibles à tous? Avant, peut-être, dites-nous 2-3 mots sur Pangea. Pangea, c'est un supercalculateur, donc un endroit où on peut stocker des très gros volumes de données et on peut faire des calculs très massifs. Donc, on utilise ça pour des problématiques liées à l'énergie, donc soit de la simulation numérique, sur de l'oil and gas ou sur des problématiques renouvelables, par exemple des modélisations de parcs solaires. Et on l'utilise aussi pour de l'IA, pour des méthodes assez spécifiques, du deep learning, ou alors des couplages entre IA et simulation numérique pour injecter de la physique dans les modèles d'IA. Mais à l'ère des modèles accessibles à tous, on peut se demander à quoi ça sert. Toutes les applications dont j'ai parlé ne s'appuient pas sur de l'IA générative. Je pense que c'est aussi important de rappeler que l'IA, c'est un champ très vaste. L'IA générative, les grands modèles de texte règlent plein de problèmes, mais ne font pas tout. Et on a encore tout un autre champ de techniques qu'on utilise pour des problématiques particulières, notamment dans le monde de l'industrie et de l'énergie. Dernière question, Sophie, puisqu'on est en ce moment même au salon Vivatech avec beaucoup d'effervescence. Si vous deviez parier sur une seule technologie ou un usage émergent qui deviendrait incontournable dans les prochaines années? Ce qui est sûr, et c'est aussi ce qu'on observe lors des nouvelles candidatures qu'on a pu recevoir de la part de startups, c'est vraiment la spécialisation des agents IA, c'est-à-dire peut-être moins d'agents dits universels qui est capable de tout faire, mais des agents qui vont vraiment se concentrer sur des usages précis, qui vont réussir aussi à remonter en fait un certain nombre de sujets. Donc je m'explique. Jusqu'à présent, on avait des startups qui, par exemple, pouvaient déterminer ou en tout cas anticiper des pertes de production ou alors donner des alertes pour dire tiens telle ferme solaire, il y a ces panneaux qui ne fonctionnent pas forcément correctement. Là, elles vont de plus en plus, ou en tout cas, elles promettent de plus en plus d'être capables d'analyser quelles sont les causes, pourquoi ça se passe comme ça, et donc derrière, de nous permettre finalement d'agir
beaucoup plus vite. Voilà. Jusqu'à présent, on réagissait à l'alerte. Là, l'objectif, c'est vraiment de remonter cette chaîne pour pouvoir être en capacité de savoir pourquoi et de régler les choses. Donc, ce qu'on appelle le causal AI, on en a reçu plein. Voilà. Je disais qu'on avait moins de pitch d'AI, mais il y en a quand même. C'est vraiment ce qu'on observe. Et après, la force, notamment d'un acteur comme Total Energy, ça va être d'orchestrer finalement tous ces agents. Et je pense que vous travaillez beaucoup là-dessus, Michel. Pour finir, je vous propose un rapide vrai-faux. Pas besoin de vous expliquer les règles du jeu. Je vous pose une affirmation, vous me répondez vrai ou faux. Et en une phrase, c'est là le challenge. Pourquoi ? Wow. Je commence avec vous, Michel. Allons-y. Vous êtes prêts ? Première question. L'IA peut aider à détecter les anomalies et à prédire les pannes dans les infrastructures énergétiques. C'est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs un des cas d'usage principal qu'on traite chez Total Energy. Seules les entreprises ayant accès à d'énormes quantités de données historiques peuvent tirer parti de l'IA. C'est faux. Ce n'est pas que la quantité, ce n'est pas qu'un problème de quantité, mais aussi de qualité. Ça va si vite. 3. Vous me prenez de court. 3. La France est en avance sur l'IA et développe des modèles de pointe. C'est vrai, la France a la chance d'avoir un écosystème d'entrepreneurs et de scientifiques de très haut niveau et on peut en être fiers. 4e question, dernière pour vous, Michel. Pour déployer l'IA, les entreprises sont obligées d'investir massivement dans des infrastructures cloud. C'est faux. Comme je l'ai dit avant, ce n'est pas qu'une question de massification. Parfait. Sophie, votre tour. Très bien. Vous êtes prête ? Mais C'est parti, première question. L'IA est principalement utile pour les grandes entreprises. Faux. Les startups en sont une preuve. Oh, on a le rythme, hein. Un des défis du passage à l'échelle de l'IA est d'obtenir suffisamment de puissance de calcul. Faux. La puissance est un élément, mais il faut rajouter les données, la qualité des données, la capacité d'intégration dans les processus métiers. L'IA génère automatiquement de la valeur ajoutée dès qu'elle est mise en place. Faux. On va tester et apprendre à travailler avec. Dernière question, Sophie. L'IA est un frein à la transition énergétique. Faux. L'IA consomme de l'énergie, il faut l'utiliser sciemment. Total Energy accompagne aussi les acteurs de l'IA pour leur fournir de l'énergie bas carbone. Bravo à tous les deux, challenge réussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette conversation, nous avoir éclairé sur ce sujet passionnant qui est l'intelligence artificielle dans l'énergie. Merci de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode d'Energy Talks spécial Vivatech. Merci à vous et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Louisa. Merci à vous.